Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver sur RFI et sur TV5 Monde International, émission que nous réalisons en collaboration avec le quotidien français Le Monde. C'est sans doute la menace la plus forte ressentie actuellement par les Européens. Il s'agit bien sûr du terrorisme. Il a frappé en Europe beaucoup l'année dernière, à Bruxelles, 2 fois à Paris, on s'en souvient. Et Daesh vient de proférer de nouvelles menaces, annonçant des frappes, des actions contre plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne. L'Union peine à riposter, à coordonner ses actions. Il faut une réponse globale, une réponse européenne, entend-on. Eh bien, un organisme existe d'ores et déjà pour coordonner cette action. Il est dirigé par Gilles de Kerchove. Merci d'être avec nous, d'être sur le plateau de TV5 et de RFI. Nous vous poserons beaucoup de questions avec Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayat, journaliste au Monde. Nous allons voir, peut-être avant de vous retrouver, les toutes dernières réponses en matière de coordination du renseignement. Les Européens viennent de renforcer les outils pour tenter justement de parer la menace. Musique rythmée et animation 3D. Le clip de présentation a tout de l'opération de communication. Mais pour la première fois, les polices européennes ont rassemblé sur un site internet unique et accessible par tous les fiches des fugitifs les plus recherchés à l'international. Salah Abdeslam, par exemple, y figure en bonne place. Une liste publiée quelques jours seulement après le lancement officiel à Amsterdam du nouveau centre européen de contre-terrorisme. Le centre permettra d'améliorer l'échange d'informations entre les services de sécurité dans toute l'Europe. Europol, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournira un support immédiat et direct. C'est au siège d'Europol à La Haye que la cinquantaine d'agents de la nouvelle structure a désormais la lourde responsabilité de combler les failles du renseignement européen. Car depuis les attentats de novembre à Paris, les ratés de la sécurité dans l'espace Schengen sont nombreux. Comment se fait-il par exemple qu'Abdelhamid Abaoud, pourtant fiché comme terroriste, ait multiplié les allers-retours en Syrie en passant par plusieurs pays européens ? Salah Abdeslam était surveillé de près par les policiers belges avant les attentats, mais était inconnu en France. Et que dire du cas Medine Mouche ? Il voyage en Syrie puis rentre en Belgique via l'Allemagne avant la tuerie de Bruxelles. Il sera finalement arrêté lors d'un banal contrôle douanier à Marseille. Alors depuis, la France a frappé du poing sur la table et exigé des 28 qu'ils accélèrent. Mise en place d'une task force avec des équipes dédiées à la lutte contre la fraude documentaire, contrôle aux frontières extérieures, montée en puissance de Frontex, interrogation du SIS, connexion du SIS avec les autres fichiers criminels. Le SIS, le système d'information Schengen, existe déjà. Encore faut-il l'adapter. Pressée d'agir, l'Europe part avec un certain retard. La liste des fugitifs les plus recherchés est diffusée aujourd'hui par Europol, par exemple. Aux États-Unis, une telle liste, le FBI en publie une depuis plus de 60 ans. Gilles de Kerchove, vous le savez, il y a un débat notamment en France sur le fait que les réponses tardent par rapport aux attentats. Il y a tout juste un an, nous vous recevions ici les attentats de Charlie. La question est posée, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher les attentats ensuite du 13 novembre, toujours à Paris ? On vient de voir cet outil qui se met en place. On est tenté de se demander, mais vraiment, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps ? Alors bon, les outils ont beaucoup évolué. Si je regarde ces 2 dernières années, on a quand même fait des efforts considérables et on a chaque fois cherché à adapter l'outil au développement de la menace. Si vous prenez le cas de Nemouche, que vous avez à juste titre évoqué, de la tuerie à Bruxelles. Et Nemouche était français, il a fait un parcours très compliqué et puis est revenu dans l'espace Schengen. On a maintenant adapté le dispositif de sorte que ça ne se répéterait pas. Mais on est toujours en retard. On n'est pas assez rapide, certainement. Alors je dirais qu'il y a une responsabilité collective, il y a celle des institutions européennes, il y a celle aussi des États, parce que vous pouvez mettre en place tous les dispositifs européens que vous voulez, si les États ne les utilisent pas ou n'optimisent pas leur utilisation, notamment en mettant les informations qui s'imposent, ces outils ne marcheront pas. Quand vous étiez venu ici l'année dernière, donc juste après les attentats contre Charlie, c'était aussi au lendemain d'opérations à Verviers. Et on savait pourtant déjà à l'époque ce qui se passait aussi un peu du côté de Molenbeek. Est-ce qu'on a tiré les leçons, voilà, toujours en Belgique, donc est-ce qu'on a tiré les leçons du fait qu'entre 2012 et 2015, rien ne se soit passé pour empêcher les attentats ?
Comme je vous dis, je pense qu'on a quand même fortement resserré les mailles du filet. Il est tragique de constater qu'il y ait eu en même temps Paris la même année et le Bataclan, contre Charlie et le Bataclan. Mais en même temps, on ne dit pas toutes les cellules qui ont été démantelées, toutes les personnes qui ont été arrêtées, toutes les personnes qui ont été empêchées de partir. Il y a tout de même beaucoup de progrès qui ont été faits. Alors, c'est pas encore suffisant. C'est mon obsession nuit et jour, c'est d'essayer d'accélérer le tempo, de mettre de la pression sur le système, de mettre en place, comme à Europol, des réorganisations pour essayer d'optimiser. Parce qu'au fond, ce que Europol fait en créant ce département, c'est de mettre ensemble des morceaux qui existaient déjà pour qu'il y ait plus de croisement d'informations et plus de spécialisation. Monsieur De Kerkhoff, il existe des nouvelles structures, mais est-ce qu'elles sont alimentées par les États ? Puisque lorsqu'on va voir les services de renseignement, ils nous disent un renseignement qu'on partage avec 28 États, ce n'est plus un renseignement. C'est effectivement... C'est trop public, c'est trop gros. Vous avez raison. C'est le grand défi. Je pense que entre eux, les services de renseignement échangent beaucoup avec grande intensité. Ils travaillent 24 heures sur 24. Donc en bilatéral. Non, même multilatéralement. Ils ont un groupe qui s'appelle le groupe antiterrorisme, où à 28, et parfois dans des groupes plus petits, à 11, ils échangent de manière totalement intense. En revanche, c'est souvent entre les différentes catégories, c'est-à-dire entre le renseignement et la police. Alors, en franco-français, il est vraisemblable, et même certain, que la DGSI partage énormément sous l'égide de l'UCLAT. La question, c'est par rapport aux plateformes européennes. Je vais prendre un exemple. Le SIS, qui est au fond la base de données la plus décentralisée. Service d'information Schengen. Le Schengen Information System, qui peut être consulté par le policier dans la rue, aux frontières extérieures, et qui est donc la base de données la plus utile aujourd'hui. Elle est alimentée par des types d'informations de différentes formes, notamment des personnes dont on ne souhaite pas l'entrée dans l'espace Schengen, des personnes qui sont recherchées aux fins d'arrestation, ou des personnes qu'il faut contrôler discrètement. C'était le cas de Abdeslam et c'était le cas de Nemouche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on les contrôle à un endroit dans l'espace ou à une frontière extérieure, on fait savoir à l'État qui a mis l'information que la personne était contrôlée à telle date. Mais on l'arrête pas. Ah non, surtout pas. Parce que pour arrêter quelqu'un, vous devez avoir des preuves. Parce qu'ensuite, il faut le traduire en justice. Mon interprétation est que Nemouche, l'État français, au moment où il a mis l'information dans le SIS, n'avait pas suffisamment de preuves qu'il allait vers la Syrie et qu'il allait commettre un crime au regard du droit français. Et donc l'intérêt de ce SIS, c'est de pouvoir construire votre dossier au départ de soupçons. Vous pensez que quelqu'un se radicalise. Vous pensez à travers l'observation des services de renseignement qu'il change son comportement et qu'il est sans doute sur une trajectoire de djihadisme. Mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Et donc vous le mettez dans le SIS. Et si vous découvrez qui part en Turquie et que vous actionnez vos contacts en Turquie pour essayer de construire votre dossier, vous essayez d'avoir suffisamment d'informations afin de l'arrêter. Et donc, vous devez avoir là des preuves. Et donc, dans le cas, effectivement, vous avez raison, il faut convaincre les services de renseignement de donner toutes leurs informations au SIS. Mais le SIS, c'est un instrument policier qui est géré par des policiers. Et c'est donc un peu une des difficultés que nous avons. On a fait des progrès considérables. La France, par exemple, est l'État membre qui a le plus contribué à alimenter le SIS. Je crois que la DGSI a mis 8000 noms de personnes qui ont un contact ou un lien avec ce phénomène, et 2000 combattants étrangers. Alors, lorsqu'on revient sur tout cela, on peut se demander si les États eux-mêmes ont une cohérence, échange de renseignements. Par exemple, à Bruxelles, où se trouve la Commission, 19 arrondissements de Bruxelles, 6 services de police différents qui se coordonnent mal. C'est aussi à l'intérieur des États qu'on peut progresser. Bien entendu. Et entre non seulement les forces de police décentralisées, mais aussi entre tous les acteurs de la sécurité. Comme je l'ai dit, le renseignement, la police, les douanes, les magistrats. Il y a aussi beaucoup d'informations qui apparaissent dans la phase judiciaire, qui ne sont pas toujours renvoyées vers la phase du renseignement. Et donc c'est un énorme effort national et européen. Et donc c'est une des responsabilités qui m'incombent, c'est d'essayer de régulièrement faire rapport. Si vous lisez mes rapports, vous verrez que je suis assez transparent et d'ailleurs assez ouvert sur les failles, pour mettre une espèce de pression sur le système pour que ça s'améliore. Mais vous pensez qu'il faut plus de coordination ou il faudrait fonder on parle souvent d'un FBI européen, c'est-à-dire une force supranationale qui a des pouvoirs? Bon,
moi, je dirais que je suis belge et je suis, comme Obélix, tombé dans la potion magique de l'intégration supranationale depuis que je suis petit. Donc, je vous dirais qu'à terme, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais dans l'état actuel des traités, c'est pas juridiquement possible de créer, ce que vous avez dit, une sorte de FBI européen qui pourrait mettre ensemble du renseignement. Aujourd'hui, non seulement les services de renseignement ne le souhaitent pas, mais c'est juridiquement impossible. Le Premier ministre belge a fait cette proposition, cette espèce de profession de foi pour l'intégration dans le domaine. Je pense qu'à terme, cela se déroulera sans doute. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. En revanche, ce qui pourrait être fait, et c'est quelque chose que je dis au Premier ministre belge aussi, c'est que la Belgique et ceux qui veulent, comme on a fait Schengen, prendre l'initiative d'une avant-garde, pourraient, en dehors du cadre institutionnel, construire quelque chose de plus structuré. Par exemple, demain, Charles Michel, le chef de l'exécutif belge, rencontre Manuel Valls. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce type de rencontre ? Quelle progression dans la mutualisation des données, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de choses ? Je ne suis pas associé à l'exercice, donc je n'ai pas vu exactement l'ordre du jour de leur réunion, mais il me paraît assez important d'abord de tirer les leçons. Je dirais que qu'est-ce qui aurait pu empêcher cette affaire de se produire ? Est-ce qu'il y a eu des failles de renseignement ? Je ne le pense pas nécessairement. Je pense qu'il y a beaucoup... Il y a la question d'abord de la collecte du renseignement. Je pense qu'on doit être plus présent sur le terrain. Alors on parle toujours du recueil des informations électroniques, de l'interception, mais être dans les communautés, sur le terrain, le renseignement humain est d'une importance capitale. Sommes-nous assez sur le terrain ? Première question. Deuxième question, c'est un énorme défi, et en Belgique et en France, pour la DGSI notamment, c'est l'analyse de l'information. Vous pouvez avoir l'information et ne pas faire la bonne analyse, et ne pas mettre les priorités où elles doivent être mises. Vous comprenez bien les collègues de la DGSI qui sont confrontés à des milliers de noms. Ils ne peuvent pas tout suivre, ils ne peuvent pas tout faire. Et donc ils doivent faire des choix, et ces choix, c'est une question d'analyse. Je pense que c'est tirer les leçons, mais aussi renforcer fortement les moyens. La France est un pays qui investit beaucoup dans sa sécurité. La Belgique est un peu en retard dans ce domaine. Je pense que là, il y a des coopérations renforcées à établir. Monsieur de Kerkhove, je reviens à la question de Sophie tout à l'heure. Est-ce que la Belgique, elle, a tiré les leçons du fait que énormément des auteurs des attentats du 13 novembre sont originaires de Belgique ou sont passés par là ? Alors, il semble qu'il y a une coordination. C'est le pays d'Europe qui envoie proportionnellement le plus de djihadistes. Mais je ne voudrais pas faire du Belgian bashing. Très honnêtement, Nemouche était français. C'est pas du bashing. Il était français. Il est venu tuer en Belgique. La Belgique n'est pas le seul État membre qui a des communautés, un endroit où se concentre plus le phénomène. Molenbeek est quand même... Il y a une cellule Molenbeek. Je suis d'accord, mais il y a aussi un 93 en France, il y a aussi des banlieues en France, il y a aussi des endroits où il y a une criminalité plus forte, notamment en matière de trafic de drogue, et je pense que c'est le cas au Royaume-Uni. Mais Molenbeek n'est pas le trafic de drogue seulement, c'est le salafisme. Bien entendu. Et donc le gouvernement actuel du Premier ministre Michel a décidé des augmentations de budget. Le fédéral, parce que nous sommes un pays avec une structure complexe, a décidé d'aider les communautés locales à améliorer les choses, et je m'en réjouis beaucoup. Je veux dire que la Belgique, sans doute, paye un certain prix. Elle a été en déficit budgétaire, mais surtout avec une dette énorme, et un sous-investissement dans la sécurité est quelque chose qui ne se ressent pas tout de suite, mais qui a des conséquences de long terme. Je pense que c'est un processus qui est en train de s'inverser. Gilles de Kerkhove, vous nous décrivez, depuis le début de cette émission, au fond, des réponses qui peuvent sembler un peu lourdes, complexes, voire bureaucratiques, face à l'agilité des terroristes, qui se faufilent entre les frontières, qui reviennent, qui, à 2 ou 3 personnes, peuvent provoquer les attentats qu'on a vus. Est-ce que cette réponse institutionnelle de l'Europe ou des États est adaptée ? Elle est sur la bonne voie, je n'ai aucun doute. Oui, mais et de nouveau, je pourrais multiplier les exemples où nous devrions aller plus vite. Prenons la question de la réhabilitation de ceux qui reviennent. Une de mes craintes, c'est qu'au fur et à mesure, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la pression qui est mise militairement sur Daesh, c'est qu'il y a un retour massif de nos Européens qui sont partis combattre. Sommes-nous prêts ? Nous sommes encore aujourd'hui dans une phase de projet pilote. En France notamment, à l'initiative de Bernard Cazeneuve, mais aussi de Mme Taubira, un certain nombre d'initiatives sont lancées, mais ne sont pas encore suffisamment développées, et pas encore assez développées dans l'espace non. Donc on est toujours en retard ? Non, il faut encore accélérer le tempo.
et vous l'avez dit vous-même, c'est un phénomène extrêmement complexe, fluide. Gilles Kepel parle de quelque chose de réticulaire. On n'est pas face à une organisation structurée. C'est un État. D'après vos informations, M. de Kerkhove, est-ce que le nombre de départs en Syrie est toujours en train d'augmenter de façon exponentielle à l'échelle de l'Europe? Dans une phase exponentielle, il est encore dans une phase d'augmentation, mais on n'est plus dans les augmentations exponentielles que nous avons connues il y a 2 ans. Je prends le cas de la Belgique, on reste autour de 400, 440, et il y a sans doute quelques départs par semaine. Il y a un débat en France autour de ce qu'on appelle l'état d'urgence, c'est-à-dire l'État qui s'affranchit d'un certain nombre de règles de justice, renforçant les pouvoirs de la police, notamment sur les interpellations. Cet état d'urgence sera probablement prolongé de 3 mois. C'est nécessaire ? Bon, à nouveau, je suis pas la bonne personne pour évaluer, je n'ai pas vu tous les chiffres, etc. Ouais. Il est, à mon avis, tout à fait nécessaire, après ce qui s'est passé au Bataclan et le risque de répétition d'attentats, de prendre toutes les mesures constitutionnelles, et ça fait partie des mesures constitutionnelles, tout à fait acceptable de le faire. La question difficile, on en convient tous, c'est de savoir pour quelle durée vous maintenez un État qui ne peut être qu'un État exceptionnel. Mais je pense que c'est tout à fait indispensable. Il faut perdre un peu de liberté pour avoir plus de sécurité ? Je pense qu'on peut construire dans nos dispositifs sécuritaires des protections suffisantes. Je n'ai jamais voulu poser le débat en termes de choix alternatifs. Est-ce que vous avez l'impression que la France ne disposait pas des outils nécessaires pour faire ce travail en dehors de l'état d'urgence ? De nouveau, difficile de répondre de manière tranchée à cette question. Je pense que je suis même convaincu que l'état d'urgence est nécessaire aujourd'hui parce que l'État est confronté à une menace grave. Le Bataclan n'est pas une affaire de petite ampleur, mais effectivement, la France dispose d'un dispositif qu'elle a raffiné au cours des dernières années avec le vote de, 2-3 lois sur le renseignement, et je suis assez confiant sur la qualité du dispositif. Oui. Christophe Rayad, entre les attentats de Charlie Hebdo et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quasiment un an, enfin il y a un peu plus qu'un an, a été adopté le PNR. Oui. Ça n'a pas été sans difficulté. Le transfert des données de passagers. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer par exemple, sur le cas qu'on a connu, notamment Nemouche, Abdeslam, Abaoud, etc. Est-ce que le PNR va changer quelque chose ? Le PNR, nous en sommes convaincus, est un instrument indispensable pour détecter les mouvements suspects. C'est aussi un outil très utile pour les enquêtes, mais je ne prends pas cet aspect-là. Et surtout aérien. Vous pouvez l'étendre à d'autres formes de transport. Ça permet, avec des algorithmes construits sur la base de ce que nous dit le renseignement, de sélectionner dans la masse considérable des passagers aériens ceux qui ont un profil qui correspond au profil, je dirais, moyen de ceux qui se rendent en Syrie et en Irak. Et d'en faire ensuite une analyse beaucoup plus fine. Donc ça ne conduit pas à des arrestations, c'est simplement un outil d'analyse qui permet d'être plus performant. Et je pense que vous dites dans le cas Nemouche, Nemouche en fait a été bien contrôlé par les autorités allemandes, donc ce n'aurait pas amélioré Nemouche, c'était plutôt dans le SIS qu'il fallait améliorer, ce que nous avons fait. Le service Schengen. Mais dans le cas de ceux qui ont pu faire des allers-retours fréquents, et vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est inacceptable qu'on puisse aller en Syrie et revenir 3-4 fois pendant une année, là je pense que ça aurait permis sans doute de les identifier beaucoup plus vite. Sophie Malibaud. Je voudrais juste revenir sur les mesures d'exception, le fait d'avoir un état d'urgence qui risque de se prolonger en France au-delà du 26 février prochain. Est-ce qu'il est réaliste de lier l'imposition de l'état d'urgence jusqu'à ce que l'État islamique, l'organisation de l'État islamique soit éradiquée ? Honnêtement, je ne voudrais pas entrer dans un débat purement français sur cette question, d'autant que je n'ai pas tous les éléments. D'abord, l'état d'urgence n'est pas un état sans contrôle. Je crois avoir vu que le Conseil d'État peut annuler des décisions administratives d'assignation à résidence et d'autres mesures de ce type. Donc les libertés sont tout de même préservées. Je pense que donc il y a les contrepoids qui sont nécessaires. Maintenant, est-ce que le terme et le démantèlement de Daesh, ça, je pense que c'est une décision du gouvernement d'apprécier si, comme vous l'avez dit, le dispositif hors état d'urgence, à un moment donné, est suffisant compte tenu de l'affaiblissement de Daesh. Mon sentiment,
et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'affaiblissement de Daesh en Syrie risque d'augmenter la menace en Europe. Alors, donc Gilles ça Le pose un Kerkhoff, peu cette question-là. Nous allons précisément voir quelles sont les suites de la réponse militaire avec la coalition internationale contre l'État islamique. Nous parlons de ça dans 2 minutes, immédiatement après ce point d'information sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. À tout de suite. Retour à International, TV5 Monde, RFI en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Gilles Le Kerkhoff, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons parlé déjà d'un certain nombre de réponses, d'organisations pour que cette Europe soit plus efficace dans sa lutte. Revenons peut-être sur la situation, sur les forces en présence. Christophe Ayat. Monsieur De Kerkhoff, tout à l'heure vous disiez 400 personnes d'origine belge présentes. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces chiffres? Combien partent, combien sont là-bas d'Européens? Alors, je n'ai pas le chiffre à la dernière unité près. Je dirais que c'est de l'ordre de grandeur de plus de 5000 Européens qui sont partis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore tous là. Et un tiers qui serait déjà revenu, plus ou moins. D'accord. Et les départs sont de quel ordre par mois? À l'échelle européenne, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais ça n'est pas tout à fait stoppé, malheureusement. Encore plusieurs. Donc il y a des pays où ça centaines. continue d'augmenter un peu plus et d'autres assez stabilisés. Je pense que la Belgique s'est assez stabilisée. Lesquels augmentent? J'ai entendu le chef des services de renseignement allemand dire que ça avait pas mal augmenté ces derniers mois. Sophie Malibaud. Est-ce qu'il y a une amélioration dans la détection des candidats au départ? Oui, certainement. Je pense franchement qu'avec des dispositifs, notamment comme celui que vous avez mis en place en France, du numéro vert, avec une décentralisation, avec une mobilisation de tous ceux qui sont en contact avec les personnes vulnérables, c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs sociaux, la police de proximité, on arrive à détecter beaucoup plus vite et aussi à apporter des réponses non sécuritaires. Et j'encourage beaucoup les États membres à aller dans cette voie. Je trouve que le dispositif français est un dispositif efficace. Vous nous parlez de ceux qui partent, ceux qui reviennent. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du chiffre? Et sont-ils suivis, j'allais dire, individuellement? Et peut-on croire à une forme de repentir? Ou au contraire, sont-ils potentiellement des acteurs du terrorisme? Alors, bien sûr, c'est aussi important voire plus important de détecter les retours. Alors, je ne peux pas vous garantir que 100% de ceux qui reviennent sont détectés. On l'a vu malheureusement avec l'affaire du Bataclan. Mais effectivement, de plus en plus d'États mettent en place des espèces de plateformes multidisciplinaires pour apprécier la dangerosité de chaque personne qui revient. Parce qu'il est clair qu'il ne sera pas possible de les traduire tous en justice. En grande partie parce que nous n'avons pas de preuves. Comme nous ne sommes pas en Syrie et que nous ne travaillons pas avec le gouvernement d'Assad, comment prouver que quelqu'un était plus avec Jabhat al-Nusra et Daesh plutôt qu'avec l'armée syrienne libre? C'est très difficile, à moins qu'il laisse des traces électroniques. Et c'est un autre grand défi, c'est comment avoir ces informations électroniques. Donc il faut apprécier si cette personne a ou non franchement du sang sur les mains. Et moi, j'encourage beaucoup les États membres à ne pas systématiquement traduire en justice tous ceux qui reviennent. Certains peuvent revenir complètement désillusionnés. Et certains, et d'ailleurs, ils pourraient nous aider beaucoup à essayer de convaincre ceux qui sont tentés de partir à ne pas le faire en montrant... C'est une prise de risque considérable. Oui, mais il est d'abord impossible de traduire, je viens de le dire, tous ceux qui reviennent en justice. C'est techniquement impossible. Ensuite, juridiquement impossible. Ensuite, vous avez un problème de contrôle 24 heures sur 24. On me dit que devoir suivre quelqu'un 24 heures sur 24 mobilise plus de 20 personnes dans un service de renseignement. Si je prends de nouveau la Belgique, si vous devez suivre 200 personnes, fois 20 personnes, c'est un coût considérable. Et donc vous devez essayer, c'est un travail très, très, très complexe, avec des psychologues, avec des sociologues, avec des spécialistes de ce genre de questions, d'apprécier la sincérité. Votre question est excellente, puisqu'on sait qu'il y a cette fameuse tachia, cette espèce de dissimulation qui est devenue un élément important. C'est d'essayer d'identifier la sincérité du repentir, d'une certaine manière, mais aussi d'avoir des systèmes de réhabilitation. Alors, je ne parle même pas de déradicalisation, parce que ça, je pense que c'était illusoire de changer complètement les idées, mais de faire comprendre que la violence n'est pas une réponse. L'une des... Il y a aussi parmi les volontaires au djihad des gens qui n'ont aucune intention de se rendre en Syrie, mais qui sont de fait manipulés de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une menace de plus en plus lourde de ce côté-là?
Vous avez raison. Il y a effectivement deux sources principales. Il y a ceux qui n'ont aucun contact avec Daesh ou avec Al-Qaïda, que sais-je, ou une de ses franchises, qui n'ont pas été à l'étranger, qui sont simplement sur le territoire européen et qui se font inspirer, c'est-à-dire le nom du magazine d'Al-Qaïda en péninsule arabique, essayer de les inspirer. Dans un des premiers numéros de ce magazine, Inspire, il y avait la liste des 10 cibles à privilégier, et Charlie Hebdo était parmi elles. Et ensuite, comment faire une bombe dans la cuisine de votre maman. Et donc, effectivement, mais ça, et c'est tout le travail du renseignement de terrain, ce que j'ai dit tout à l'heure, les ressources humaines, les sources humaines sont tout à fait importantes. Comment développer les capteurs de signaux faibles, comme disent les services de renseignement Gilles français. de Kerkhoff, il y a une autre réponse après ces attentats, c'est la réponse militaire, coalition internationale, qui va frapper l'État islamique, notamment en Syrie. D'après vos informations, est-ce que ça fonctionne et est-ce que l'État islamique, Daesh, est en recul actuellement, comme on le dit? Alors, il y a à la fois les frappes aériennes, et je me réjouis de voir de nouveaux États s'associer aux frappes militaires, non seulement en Irak, mais en Syrie, et je pense qu'elles sont très efficaces. Et puis, il y a l'action sur le terrain. Et on voit bien combien les progrès sont importants en Irak, puisque avec l'armée irakienne qui se restructure, des soutiens, notamment de nos pays, et pas toujours avec des milices chiites, il y a eu des conquêtes, Ramadi et d'autres, en Irak, assez remarquables. Alors, on est tous d'accord qu'il faudra plus d'intervention sur le terrain si on veut attaquer Mossoul, en Irak et Raqqa, le siège de l'organisation. Mais pour l'instant, les frappes fonctionnent, Mais les fragilisent frappes ont un effet très net. Et je pense que Daesh est très fortement sur la défensive, avec, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, à mon avis, 3 types de conséquences. Le risque, d'abord, de voir Daesh planifier de nouveaux attentats, notamment en Europe, parce que c'est une organisation qui a toujours fait de ses succès, des nouveaux territoires, des nouvelles conquêtes, un peu sa marque de fabrique, et qui donc va devoir montrer qu'elle est encore une organisation forte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de contre-productif à frapper uniquement Daesh, ou Daesh et même l'armée libre syrienne, ce qui est en fait la principale motivation des djihadistes qui opèrent en Europe, et de laisser ainsi Bachar el-Assad reprendre du terrain et continuer d'ailleurs de bombarder les populations civiles? Je pense que Daesh est la menace principale aujourd'hui. C'est aussi la motivation des djihadistes que de... Je pense que la motivation des djihadistes de Daesh n'est pas de renverser Assad, c'est d'installer et de consolider le califat dans les zones qu'ils ont contrôlées. Je pense qu'il y a pas mal de relations, malheureusement, qui se sont nouées entre Assad et Daesh. Notamment, Assad achète le pétrole de Daesh. Assad ne les frappe pas, et son armée ne les frappe pas. Donc je dirais que c'est à la limite 2 questions relativement différentes. Et le processus politique est précisément pour objet d'essayer de trouver une solution à ce qui était un printemps syrien au départ. Mais je pense que la deuxième conséquence de cette pression militaire est ensuite le risque de voir plus d'Européens revenir en Europe. Certains parce qu'ils ont peur de cette amplification des frappes aériennes. Et le troisième, c'est peut-être une sorte de glissement du leadership de Daesh, du califat en Syrie et en Irak, vers la Libye. D'où l'importance pour la communauté internationale de se mobiliser très vite sur la Libye. Le nouveau point faible, en quelque sorte. Qui est effectivement une zone de repli très préoccupante. Mais alors, justement, monsieur de Kerkhoff, il y a un débat en ce moment parmi les dirigeants européens, dans les cercles militaires. Est-ce qu'il faut frapper en Libye parce que Daesh n'y est pas encore complètement implanté, ou est-ce que c'est prendre le risque que si on frappe trop tôt, sans force au sol, on disperse le terrorisme, puisque les gens fuient dès qu'on bombarde, et ces gens-là vont partir vers la Tunisie, déstabiliser la Tunisie, éventuellement rentrer en Europe, ou partir vers l'Europe? Je pense effectivement qu'il faut bien réfléchir à toutes les conséquences d'une intervention. Je ne me prononcerai pas sur son opportunité. Vous avez raison. Pour le moment, Daesh, Libye est surtout constitué d'Africains, de Soudanais, etc., de Tunisiens. Mais il y a ce risque de transfert de la Syrie vers la Libye. Je dirais que la priorité des priorités, c'est d'avoir un gouvernement qui est en situation de nous demander de l'aider. Et de très vite... Donc une réponse politique. Il y a cet effort de la communauté internationale, M. Kobler et de ce gouvernement qui est en voie de se constituer. Malheureusement, il n'y a pas encore eu tout à fait l'accord du Parlement de Tobrouk, pour que nous puissions avoir un partenaire avec qui parler et très vite déployer des ressources.
Ça peut aller jusqu'à l'action militaire. L'Union européenne réfléchit à un support d'une mission de politique de sécurité et de défense en termes de police, en termes de contrôle des frontières, parce que nous avons cette Tunisie très fragile à côté de la Libye. Faut-il aller jusqu'aux options militaires? Vous avez dit qu'il faudra peser le pour et contre de chaque option. Sophie Malibaud. Comment vous réagissez à cette prise de position du président tchadien Idriss Déby, qui maintenant prend la tête de l'Union africaine? Ils sont en sommet à Addis Abeba, et lui essaye de mobiliser les pays africains, les chefs d'État africains, pour peser sur la situation en Libye. Est-ce qu'il faut leur laisser le temps de faire quelque chose, d'arriver à gérer ce problème? C'est une très bonne chose que l'Union africaine et les pays africains eux-mêmes se mobilisent sur ce dossier. Je dirais que c'est toute la communauté internationale. C'est pour ça que c'est dans le cas des Nations Unies qu'on cherche une solution, parce que les choses peuvent très vite se développer de manière très préoccupante. Je parle de la Tunisie, le Soudan pourrait être affecté, et nous savons combien l'Égypte est affectée également. Christophe Ayad. L'Union européenne est confrontée à deux menaces majeures, enfin deux crises majeures en ce moment, le terrorisme, mais aussi la question migratoire. Comment éviter que ces deux questions ne collisionnent pas, d'autant que lorsqu'il arrive que les réseaux terroristes empruntent les routes migratoires pour pouvoir revenir en Europe et commettre des attentats, comme ça a été le cas en novembre? Vous avez raison. Je suis préoccupé par les trois crises. La crise de sécurité, la crise d'immigration et effectivement le lien entre les deux. Et on voit bien que Daesh, sans doute de manière délibérée, essaye d'exploiter cette crise migratoire pour instiller le doute qu'il y a un lien. On voit effectivement que ceux qui ont frappé au Bataclan ont pu utiliser les routes migratoires. Le passeport qui se trouvait à côté du Stade de France est peut-être aussi là. Il n'est pas tombé par hasard. Il était peut-être là aussi pour dire, regardez, ce sont des immigrants syriens qui viennent frapper en Europe. Et c'est très toxique, parce qu'il y a effectivement le risque progressivement d'une montée de l'extrême droite et de l'islamophobie en Europe, qui, par voie de conséquence, conduira aussi à alimenter la radicalisation dans les milieux musulmans, avec un cercle vicieux très préoccupant. Et donc il faut, à mon sens, d'abord être très, très systématique aux frontières extérieures, qu'il ne soit plus possible d'entrer et de sortir, de pouvoir contrôler dans les flots de migrants le risque sécuritaire de ceux qui rentrent, qui suppose le prélèvement des empreintes digitales systématiques et le contrôle systématique de ces empreintes digitales dans les bases de données européennes. C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a aussi un immense défi dont on ne parle pas assez, c'est l'intégration de tous ces réfugiés qui arrivent en Europe. Et à cet égard, moi je suis, à titre personnel, je ne parle qu'à titre personnel, très séduite par l'idée du ministre des Finances allemand, M. Schäuble, qui serait de lever un impôt sur le prix du diesel de quelques centimes, d'avoir un grand programme européen que moi je partagerais dans deux directions: renforcement des contrôles extérieurs de l'espace Schengen et à la fois intégration de ceux qui sont là. Ne nous faisons pas d'illusions. Ceux qui arrivent sont évidemment très contents d'arriver en Europe avec ce que ça leur procure comme protection, mais ça va être un processus long d'intégration. Il faudra y mettre les moyens. Et donc moi je dirais que renforcement de la sécurité aux frontières et intégration de ceux que nous protégeons s'impose. Oui. Un grand programme financé par la baisse du prix du pétrole serait une très bonne idée. Mais là, vous raisonnez comme si on arrêtait la situation à l'instant T et puis qu'on travaillait pour intégrer les gens qui sont arrivés. Ils continuent d'arriver et au printemps prochain, ils vont revenir de manière encore beaucoup plus nombreuse. Bien entendu. Est-ce que l'Europe a une limite à ses capacités d'accueil ? Je dirais, si vous regardez ça froidement en termes techniques, nous sommes une communauté de 500 millions d'habitants. 1 million de réfugiés n'est pas un nombre considérable. Si vous le regardez froidement, même en termes de démographie vieillissante dans plusieurs de nos pays. Donc, si vous voulez, numériquement parlant, techniquement, c'est pas impossible à gérer. En revanche, c'est une question de cohésion dans nos sociétés et d'acceptation politique. Et là, la question est plus sensible. On a vu directement la température monter après ce qui s'est passé à Cologne, etc. Donc il y a une intégration qui doit être ordonnée.
Et on voit bien combien l'Europe est en partie divisée sur cette question. Et donc, je pense qu'il y a là, je ne suis pas en charge des questions migratoires et donc je ne m'exprimerai pas beaucoup là-dessus. Mais d'abord, un besoin simplement de sécuriser nos frontières, ce que le président Tusk pousse. Sécuriser nos frontières extérieures, c'est ce que l'on indique. Il y a un débat actuellement pour savoir si temporairement, pour 2 ans, la Grèce ne doit pas être exclue de l'espace Schengen, l'espace de libre circulation en Europe. C'est une solution qu'il faut avoir le courage d'étudier? Alors de nouveau, c'est oui, vraiment pas mes responsabilités. Les ministres en discutent, effectivement, tant que la situation n'est pas maîtrisée. Mais alors c'est pas simplement la Grèce, soyons honnêtes, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Turquie, faire en sorte que moins de réfugiés, de migrants ne quittent la Turquie. Ça va être peut-être au printemps un retour de l'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne, en provenance de Libye. J'ai récemment, en décembre, visité ce qu'on appelle le hotspot de Pozzallo en Sicile. Le centre d'accueil. 2 jours avant mon arrivée, il y avait 5000, surtout subsahariens, qui sont arrivés. Ce sont des chiffres considérables à gérer. Et donc, il n'est pas qu'une question de frontières extérieures, c'est une question de coopération avec les pays du pourtour de la Méditerranée. Sophie Malibaud. Je crois savoir que vous revenez de Jordanie, précisément. Dans cette région du monde, il y a une grosse difficulté à gérer les flux migratoires et aussi le voisinage, enfin les tensions au Moyen-Orient. Comment est-ce que vous mettez en place des partenariats? Comment ça se passe? Alors, en ce qui me concerne, pas en matière d'immigration, mais en matière de sécurité et surtout de contre-terrorisme, tous les pays du pourtour de la Méditerranée sont affectés au même titre que nous. Si vous prenez la Tunisie, je pense que c'est entre 3 et 5 000 de leurs citoyens qui sont partis se battre en Syrie ou en Libye. Le Maroc en a à peu près 1500, etc. Et donc, il faut essayer d'aider ces pays à renforcer leurs dispositifs parce qu'ils vont eux aussi devoir absorber les retours. Et ils nous rappellent tous, nos amis algériens nous rappellent que le début de la fameuse décennie noire en Algérie, où entre 100 000 et 200 000 citoyens ont été littéralement égorgés, a correspondu avec le retour de ce qu'ils appelaient les Afghans, les Algériens qui étaient partis se battre contre les Russes en Afghanistan. Et donc, ces pays n'ont pas tous un dispositif sécuritaire suffisamment avancé pour gérer cette crise, et nous voulons les stabiliser. Donc, Madame Mogherini m'a demandé de les visiter l'un après l'autre, avec les collègues de la Commission européenne et du service d'action extérieure, pour essayer de leur offrir des formations, des équipements, un soutien au secteur de la sécurité. C'est extrêmement important et urgent de le faire. Il y a 8 ans que vous êtes en charge de cette fonction, dans ce poste de coordinateur de la lutte antiterroriste en Europe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'actuellement, en 2015-2016, l'Europe n'a jamais été face à une telle menace? Ou bien est-ce que depuis 8 années, vous redoutiez que ça n'arrive? Je pense que j'étais le premier à alerter les ministres de l'Intérieur en janvier 2013 sur cette affaire des combattants étrangers, dont je pensais qu'elle allait devenir très, très, très préoccupante. Et effectivement, je dois dire que quand j'ai accepté les fonctions que m'a confiées Javier Solana à l'époque, nous étions déjà confrontés au terrorisme. Nous avions Al-Qaïda le 11 septembre, on avait eu les attentats de Paris, de Londres, de Madrid. Bien sûr. Mais pas cette ampleur, vous avez raison. Je n'anticipais pas une ampleur comme celle-là. Mais je pense que, et d'ailleurs il n'y a pas depuis 2-3 ans de réunion des ministres de l'Intérieur qui ne passent pas une grande partie du temps à explorer les réponses à apporter, comment améliorer les dispositifs. Et est-ce que l'Europe est en train de gagner ? Je pense que, et je répète, la tragédie du Bataclan est une mobilisation, une cristallisation des énergies, mais franchement, nous améliorons considérablement le dispositif. Je crois qu'on peut être confiant. Est-ce que vous trouvez que l'Europe est à la hauteur en matière de coopération? Mais là, je ne parle pas seulement de coopération sécuritaire, parce qu'il y a un véritable problème de développement dans la bande sahélo-saharienne. Et il y a eu ce sommet cette année à La Valette, d'où il n'est pas sorti grand-chose. Est-ce qu'on attend encore un électrochoc ou quelque chose pour que réellement l'aide commence à porter des fruits? Je pense qu'on cherche à améliorer les dispositifs. Il y a ce qu'on appelle une révision de notre politique de voisinage qui est en cours, avec des moyens assez considérables. Vous parliez tout à l'heure de la Jordanie et du Liban. Nous sommes à quelques jours d'une réunion très importante à Londres, où on essaye d'aider et la Turquie et le Liban et la Jordanie à accueillir, et ils sont d'une générosité extraordinaire, il faut quand même le reconnaître, 1 habitant sur 4 au Liban vient de Syrie, en Jordanie c'est la même chose, 2,5 millions
million de réfugiés en Turquie, c'est considérable. Il faut les aider, il faut montrer beaucoup de générosité parce que c'est une tragédie humaine et que les voisins assument beaucoup leur part. Et donc, vous avez raison, il faut mobiliser mieux et plus vite dans l'éducation. Moi, je trouve que c'est une tragédie de penser qu'il y a 400 000 jeunes qui ne sont pas dans le processus scolaire en Turquie. Il y en a des centaines de milliers au Liban et en Syrie et en Jordanie. Et c'est la génération qui va devoir reconstruire la Syrie. Et donc là aussi, comme en matière de sécurité, il y a urgence. Mais je peux vous dire que mes collègues qui sont en charge et de l'humanitaire et du développement sont sur le pont 24 heures sur 24. Et l'Europe joue sa part. L'Europe n'est pas une puissance militaire, mais en termes de développement, nous faisons beaucoup. Et comment est-ce que vous voyez la répartition du risque entre l'État islamique et Al-Qaïda ? Al-Qaïda au Maghreb islamique est quand même potentiellement très nuisible. Al-Qaïda et ses spin-offs comme El Morabitoum sont encore très présents, malheureusement, dans le Sahel. Ils bénéficient beaucoup du chaos libyen. Le sud de la Libye est un lieu de repli pour ces organisations. Et donc, toutes les victoires et tous les gains qu'ont amené notamment l'opération Serval et les opérations de la communauté internationale sont en partie handicapés par ce repli libyen. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a urgence d'avoir un interlocuteur libyen avec lequel on peut résoudre cette question. Si on prolonge la situation actuelle, est-ce que vous avez le sentiment que dans les années qui viennent, il sera possible d'éradiquer cette menace-là ? Ou est-ce qu'elle sera toujours, au fond, en veille ? Je pense qu'on est en train d'atteindre un sommet. Donc je pense que si on parvient à une solution politique en Syrie, si l'État irakien continue de se développer dans la bonne direction, c'est-à-dire d'une politique beaucoup plus inclusive entre les sunnites et les chiites, et si on parvient à muscler les dispositifs sécuritaires et de prévention dans les pays de la zone sahélo-saharienne, je pense que nous irons vers une amélioration significative. On a vu avec plusieurs vagues de terrorisme au cours des décennies du siècle passé. C'est des mouvements de 20 ans, 25 ans, et puis il y a une génération qui disparaît. Alors, il y a bien entendu derrière cela des crises beaucoup plus structurelles. C'est certainement la crise au sein du monde, au sein de l'islam entre les sunnites et les chiites. Le problème d'une sorte de rivalité régionale qui est un problème de déstabilisation fort entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et là, il faut plus de politique étrangère. Cette sorte de retour en grâce de l'Iran sur la scène internationale, et l'Arabie saoudite qui, face à cela, est en but à cette montée et remontée de l'Iran. Comment est-ce que vous voyez, quel rôle doit jouer la diplomatie ? Essayer de rétablir les équilibres, éviter que ces deux pays se livrent une guerre par procuration. Voilà, vous avez, je crois, utilisé le bon mot, c'est d'essayer de bien rétablir les équilibres et d'envoyer au monde sunnite, parce qu'il s'agit de cela, le message qu'il n'y a pas un choix de la communauté internationale de long terme de soutien de l'Iran, qui a une volonté de faire se développer tous ces pays, de les réintégrer, notamment l'Iran, dans la communauté internationale et les règles de la communauté internationale, mais que ça ne veut pas dire qu'il y a un abandon complet du monde sunnite. Il est passé par des périodes difficiles, l'Égypte notamment, qui était un peu le phare culturel du monde sunnite. Et maintenant, une Arabie saoudite un peu plus assertive, et un peu plus assertive précisément parce qu'il y a cette perception que l'Iran devient la puissance régionale qui gagne. Et donc, en termes de diplomatie, c'est effectivement un grand défi pour Mme Mogherini et pour les collègues des États-Unis. Comment rassurer le monde sunnite pour qu'il y ait cet équilibre ? Christophe Ayat. Monsieur de Kerkhove, il y a un conflit dont on parle très peu. C'est ce qui se passe dans le sud de la Turquie, entre le PKK et le gouvernement turc. Ça prend l'allure d'une véritable guerre. Aujourd'hui, on est revenu un peu aux années 90, 80, de la sale guerre. Quelles conséquences sur l'Europe si la Turquie redevient une terre de guerre civile ? C'est très préoccupant. Je partage votre avis. Je vais souvent en Turquie. J'ai souvent essayé d'écouter les messages que nos collègues turcs nous envoyaient sur le PKK, qui était considéré par eux comme la menace principale. Nous étions sans doute plus préoccupés par Daesh et par le développement de ce qui se passait en Turquie et le passage de nos combattants étrangers par les... Oui, mais ça supposait aussi une cohérence de l'Union européenne. Nous avons mis le PKK sur la liste des organisations terroristes. Oui, alors justement, vous considérez que le PKK est une menace pour l'Europe aussi ? Le PKK est encore aujourd'hui sur la liste des organisations terroristes. Le PKK collecte des fonds en Europe et
par voie de conséquence, avec une certaine cohérence, nous devons en tirer les conséquences. C'est important pour la Turquie, mais en même temps, nous sommes très désireux d'appuyer un processus de paix. J'ai souvent rencontré mes homologues turcs en essayant d'explorer avec eux ce que l'Europe pouvait faire pour améliorer la résolution de ce conflit. Il y avait un processus qui avait été entamé avec Öcalan qui était assez prometteur. Je regrette beaucoup que ce soit plus le cas. Et nous devons explorer, comme l'a dit Mme Mogherini, très vite des solutions de sortie de crise. Cette crise est très préoccupante à tous égards, pour la Turquie, pour les Kurdes, mais aussi pour la stabilité de la région. Gilles de Kerkhoff, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, merci d'avoir accepté notre invitation. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, excellente lecture du quotidien Le Monde. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.